chers auditeurs et auditrices fidèles toujours. Écoutez, ce soir, on est agréablement surpris pour ce webinaire qui est une première. En fait, on a eu tellement de questions qu'on a dû s'ajuster jusqu'à la dernière minute qui vient de débuter. Donc, je vais me permettre de vous présenter mes invités ce soir qui vont prendre 1h30 de leur temps pour répondre à vos questions. Donc, après, je vous expliquerai le déroulement qui est un petit peu différent qu'à l'habitude. Donc, cette web radio ce soir, c'est une première qui est de répondre aux questions des gens qui pouvaient être envoyées directement à l'avance et qui vont pouvoir être posées aussi séance tenante, sauf qu'on a eu beaucoup de questions. Donc, ce soir, vous me connaissez, Valérie Couture, présidente de Condo Stratégiste. J'ai l'honneur d'accueillir Maître Philippe Gagnon-Marin de LJT, excusez-moi. Bonsoir, Maître Gagnon, ça va bien? Bonsoir, Mme Couture, ça va très bien, vous? Oui, très bien, merci. Alors, merci d'être là ce soir. Et pour accompagner Maître Gagnon-Marin, nul autre que Maître Yves Jolicoeur qui est avec nous ce soir pour clore la saison. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, Valérie. Alors, sans plus tarder, Condo Stratégiste est fier de vous présenter le premier webinaire de Condo Légal ce soir. Sans plus tarder, nous, grâce au travail très, très pointu de Maître Gagnon-Marin, qui a fait un certain tri dans plusieurs des questions qui sont arrivées à l'avance, on en a regroupé plusieurs parce qu'il y avait beaucoup de questions qui pouvaient être sur le même sujet et qui se regroupaient vraiment. Donc, pour une première partie du webinaire ce soir, on va couvrir déjà des questions qu'on a reçues. Donc, Maître Gagnon a préparé un document qui me permettra de vous aiguiller comme il faut, mais ça va être différents sujets. Donc, on passe d'une question, la réponse, et on arrive avec un autre sujet. Et nos deux avocats vont pouvoir donner les réponses. Et par la suite, on vous amènera avec la possibilité de poser les questions dans le chat et surtout de pouvoir, s'il nous reste du temps, de donner la parole à vous, chers auditeurs et auditrices, de poser votre question en direct ce soir. Donc, on espère que cette première, qui est pour nous, avec vous, va être bien. Et on tentera de faire le mieux possible pour répondre à plus de questions. Donc, ce soir, j'ai deux avocats spécialisés, ultra spécialisés en copropriété. Donc, la première question qu'on a eue, et Maître Jolicoeur ou Maître Gagnon-Marin, vous prenez la balle au bon, et c'est plusieurs questions qui sont en fait sur la répartition des charges relatives aux parties communes à usage restreint. On a fait aussi la semaine dernière une web radio là-dessus, puis il y avait énormément de questions aussi avec mes invités de cette web-là. Donc, pour nos auditeurs, c'est des questions qui sont revenues à plusieurs reprises et qui n'est pas toujours simple pour un conseil d'administration. Des administrateurs de décider, d'appliquer, comment appliquer ça. Donc, je ne sais pas qui de vous deux veut prendre cette première question sur la répartition des charges relatives des parties communes à usage restreint. Alors, je vais laisser la chance à Maître Gagnon-Marin de bien nous expliquer, Valérie, cette notion qui est assez complexe, on doit admettre. Là. Parfait. Donc, effectivement, c'est des questions, je pense que c'est les questions qui sont le plus souvent revenues. Évidemment, c'est des questions qui étaient posées par rapport à des situations spécifiques dans vos immeubles, vos balcons, vos terrasses, vos patios, etc. Mais le principe est le même pour tous, en fait. Il faut se référer à l'article 1064 du Code civil du Québec. Cet article-là prévoit, au premier alinéa, que toutes les charges relatives à l'entretien aux réparations courantes de ces parties-là, donc des parties communes à usage restreint, sont assumées par les copropriétaires usagers, donc ceux qui en ont usage exclusif. Mais lorsqu'on tombe dans l'autre catégorie, qui est réparation majeure et remplacement, en fait, normalement, si votre déclaration de copropriété ne prévoit pas le contraire, le Code civil prévoit que c'est des charges qui sont assumées par tout le monde selon les codes parts, puis même assumées par le fonds de prévoyance. Par contre, votre déclaration de copropriété peut prévoir autre chose.
pour ça que c'est important de vérifier la déclaration de copropriété. S'il y a une clause qui dit que toutes les charges relatives aux parties communes à usage restreint, incluant remplacement, réparation majeure, sont à la charge des copropriétaires usagers, bien ça vient primer sur ce qui est écrit dans le Code civil, puis ça va être à eux de payer le remplacement. Donc, c'est bien important de vérifier la déclaration de copropriété. Justement, Maître Gagnon-Marin, vous parlez de la déclaration de copropriété qui prime. Je me souviens avoir vu une petite question, puis je la glisse parce que ça arrive justement. Il y a un copropriétaire qui posait la question, qu'est-ce qui arrive quand on a une divergence entre un article de la déclaration et un article du Code civil, comme dans le cas de la répartition des charges? Qu'est-ce qui prévoit toujours en premier? Bien, c'est ça. En fait, ça dépend de l'article parce qu'il y a des articles dans le Code civil qui sont d'ordre public auxquels on ne peut pas déroger dans la déclaration. Il y a aussi des articles de déclaration de copropriété qui datent d'avant la réforme du Code civil, donc qui ne sont plus vraiment à jour avec la loi. Dans un cas comme ça, évidemment, c'est le Code civil qui a préséance, mais pour un article comme la répartition des charges communes, pour les coûts de remplacement, réparation, ça va être la déclaration. Parce que dans le Code civil, il est écrit que la déclaration de copropriété peut prévoir une répartition différente. Mais si, par exemple, on essaie de changer une majorité pour un vote à l'Assemblée, on ne peut pas le changer dans la déclaration de copropriété parce que le Code civil est d'ordre public là-dessus. Merci beaucoup. C'est un très bon parallèle. Merci, Maître Gagnon-Marin. Donc, la deuxième question, oui, effectivement, qui est une question populaire, c'est l'accès en question en lien avec l'accès des documents du registre du syndicat, notamment les états financiers. C'est ce qu'on a décrit là. Alors, je ne sais pas qui de vous deux prend la réponse sur ça, mais c'est quelque chose de plus en plus populaire, je crois aussi. Ouais, si vous me permettez, M. Gagnon-Marin, je vais prendre la question. C'est une question qui revient régulièrement, notamment sur les questions qu'on reçoit sur le site Condo Légal. Suis-je en droit d'obtenir copie d'une facture relative à l'achat de tel type de matériaux? Alors, il faut comprendre que l'esprit du Code civil, c'est de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à une partie de l'information détenue par le syndicat, mais pas en totalité. Alors, en d'autres mots, vouloir avoir accès aux contrats intervenus entre le syndicat et des tiers, oui, certes, les cours de justice ont déjà traité dans 2 arrêts clés cette question-là, mais on est venu quand même dire dans les décisions de cour que ça ne donne pas le droit aux copropriétaires d'avoir copie des petites factures, des fins détails. Ce n'est pas du tout l'objectif visé par le législateur. Donc, le droit d'avoir accès au registre, il est clairement établi. Jusqu'où? Ça, c'est plus défini par la jurisprudence. Et que se passe-t-il quand le syndicat, le conseil d'administration refuse aux copropriétaires le droit de consulter le registre? C'est une question qui est venue à plusieurs reprises par les internautes. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de Sûreté du Québec de la copropriété qui vient donner des tickets à des gens qui ne respectent pas la loi. Certes, les gens pourraient engager un recours en injonction pour forcer le syndicat à leur donner accès à ces informations-là. Mais on s'entend que les frais associés à de telles démarches judiciaires sont excessifs et les copropriétaires se sentent souvent démunis devant le défaut des administrateurs de respecter le cadre législatif. Moi, j'ai dit la seule façon, c'est se débarrasser d'administrateurs qui ne respectent pas la loi, de les destituer ou encore de ne pas les réélire. Par contre, il y a des copropriétés, il faut être bien conscient, où des administrateurs un peu tyrans font la loi, se ramassent avec plein de procurations, puis là, il y a des abus de droit. En pareille circonstance, le Code civil prévoit un mécanisme pour faire éventuellement nommer un administrateur provisoire par le tribunal. Donc, il y a des droits, il y a des coûts à l'exercice des droits-là, mais il faut évidemment rester de bonne foi quand on est administrateur puis donner accès au registre dans la limite prévue par le cadre législatif. Il y a aussi, si vous permettez, Maître Jolicoeur, parce que ça s'est aussi reproduit dans des questions, l'inverse, où on a des copropriétaires qui sont un petit peu intenses dans la demande et tout ça. Donc, comme vous l'avez dit, le conseil doit donner accès à certains documents, mais un copropriétaire ne peut pas arriver et dire « je veux voir toutes les factures de toute la comptabilité de toute l'année, etc., etc. » Exactement. Okay. Justement, pendant qu'on discute sur ça, je vais tout de suite répondre à Mme Cadieux qui passe un message de « tous nos documents sont disponibles aux copropriétaires sur un Dropbox. Est-ce conforme? » Bien, là, il y a une question d'assurer la confidentialité des données que vous
que le conseil d'administration détient. Il y a une loi qui vise la protection des renseignements personnels. Alors, entre avoir accès à de l'information et tout avoir accès, il faut être prudent. Tout ce qui touche à l'information de nature personnelle sur les copropriétaires, un exemple, des adresses courriels, des numéros de compte de banque, tout ça, ça ne doit surtout pas déposé dans Dropbox. Si vous déposez des documents, c'est des documents qui sont généraux, qui ne comportent pas de renseignements personnels, et il faut s'assurer que seuls les copropriétaires y aient accès. Hein, ce n'est pas un compte ouvert aux Québécois d'aller voir ce qui se passe dans tel ou tel bâtisse. Merci pour la réponse pour Mme Cadieux. Donc, ça m'amène à une troisième question pour ce soir. Qu'est-ce que doit assurer le syndicat versus qu'est-ce que doit assurer le copropriétaire individuellement? Ça, c'est une excellente question parce que les dommages par l'eau en copropriété, c'est assez fréquent, pour ne pas dire trop fréquent. Et on a des syndicats qui ont beaucoup de dommages par l'eau. Puis, depuis l'arrivée de la loi 141, il y a eu des changements. Donc, mes chers avocats, qui prend cette question-là? Je peux bien apprendre, Philippe, si tu me permets, puis je t'en laisserai d'autres plus complexes. Les questions complexes, je laisserai à Philippe à ce moment-là. Écoutez, le cadre législatif est simple et compliqué. Le principe de base, lorsqu'on parle de l'assurance de biens, de l'assurance du bâtiment, c'est au syndicat d'assurer les parties communes et les parties privatives, à l'exception des améliorations qui ont pu être apportées aux parties privatives depuis la constitution de la copropriété par des copropriétaires. Donc, on s'entend que le syndicat, bien sûr, le gros œuvre, les parties privatives. Alors, évidemment, les copropriétaires, au point de vue de l'assurance de biens, devront assurer les améliorations qui ont pu être apportées lorsqu'elles sont identifiables. Donc, on a un cadre législatif qui prévoit que le syndicat aurait dû, ça c'est une des grosses problématiques qu'on commet, voter une description des parties privatives. Ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a qui sont depuis plus de 3 ans en retard dans leurs obligations. Et ce qu'il faut faire, il faut surtout avoir à l'esprit que si la description des parties privatives n'a pas été votée, les copropriétaires peuvent toujours prétendre qu'ils n'ont pas assuré les améliorations dans leur partie privatives parce qu'ils n'étaient pas en mesure de les identifier. Alors donc, il faut vraiment bien comprendre ce concept juridique et surtout retenir également que lorsqu'il y a un exemple, un dégât d'eau, c'est l'assurance du syndicat qui doit être l'assurance en première ligne pour gérer les dommages occasionnés tant aux parties communes qu'aux parties privatives, puis que le fonds d'auto-assurance sert à combler les sommes qui ne sont pas payées par l'assureur au chapitre de la franchise d'assurance. Effectivement. Puis les sinistres par l'eau, c'est parce que je parle de l'eau parce que c'est ce qu'il y a de plus fréquent dans les copropriétés pour plein de raisons, des erreurs humaines, des accidents humains où on oublie quelque chose, des problèmes de construction. On a aussi de graves problèmes de sinistres d'eau dans certaines copropriétés. Et vous savez que ce n'est pas toujours simple, ce que Maître Jolicoeur vient d'expliquer rapidement, mais il y a des experts en sinistre pour vous aider à gérer votre sinistre afin que ce soit bien fait. Donc, vous irez sur Condo Légal. On a fait plusieurs web radios où on recevait Mathieu de Crawford, si je ne me trompe pas. Mathieu Sirois. Mathieu Sirois de Crawford. Donc, c'est le genre de professionnel qui vaut la peine d'investir pour que votre sinistre soit bien réglé, tout ça. Donc, ça, c'est ma petite aparté avec cette question-là. Si vous me permettez, Mme Couture, on avait une question qui était la suivante. Est-il légal d'imposer aux nouveaux copropriétaires une contribution au fonds de prévoyance équivalente à 1/12 des charges communes annuelles en cours à titre de taxe de bienvenue au motif que les nouveaux propriétaires doivent contribuer aux améliorations qui ont été apportées par le passé auxquelles ils n'ont pas contribué, mais dont ils profiteront. Alors là, il y a un mélange des genres. Là. Dans un premier temps, il n'y a pas de taxe de bienvenue en copropriété. On ne peut pas dire « tu es un nouveau copropriétaire, tu vas mettre 1/12 des charges communes annuelles dans un fonds de prévoyance. » Le mode de répartition des charges communes qui doivent être allouées au fonds de prévoyance est établi en fonction de la valeur relative. Donc, il vaut mieux suivre les règles de droit que d'imaginer des règles de droit comme ça semble le cas dans cette copropriété. On a eu effectivement, notre attention a été attirée. Merci. C'était une des prochaines questions qui venait de toute façon. Merci. L'autre question, peut-on forcer des copropriétaires à enlever leurs cheminées qui ne sont plus aux normes et ne peuvent pas être mises aux normes après
un vote lors de l'Assemblée en faveur de l'enlèvement des cheminées. Précision. Le syndicat paye environ 8 000 $ de plus en assurance annuellement en raison de ces cheminées. Ça, c'est des dossiers qu'on a beaucoup vus il y a quelques temps là, avec les nouvelles lois sur la pollution et tout ça. Mais je laisse la question à qui, mes chers messieurs? Philippe, elle est compliquée, celle-là, et elle comporte beaucoup de nuances. Alors, je vais laisser M. Gagnon-Marin le soin de voir s'il peut apporter toutes les nuances sur cette petite question. Parfait. Bien, écoutez, c'est sûr que une question comme ça, ça comporte effectivement des nuances. Là. La première étant la suivante, que les travaux de mise aux normes équivalent à des travaux de conservation de l'immeuble. On sait que le syndicat a pour devoir d'assurer la conservation de l'immeuble. Il y a aussi pour devoir de veiller aux opérations d'intérêt commun pour tout le monde. Là, si on dit qu'à cause de 2-3 personnes qui ne veulent pas condamner leur cheminée, tout le monde doit payer 8 000, 10 000 $ de plus collectivement en assurance par année, ça pourrait rentrer dans les opérations d'intérêt commun, justement, de faire condamner ces cheminées-là. En plus qu'il y a eu un vote à l'Assemblée, moi, je serais d'opinion qu'effectivement, le syndicat pourrait entreprendre un recours en justice pour obtenir une injonction pour forcer les copropriétaires à condamner leur cheminée. Ça pourrait être une avenue qui serait envisageable, évidemment, vu que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Puis ils ne sont même plus aux normes, c'est même plus quelque chose qui est reconnu par les normes existantes. Là-dessus, c'est une question et la réponse comporte beaucoup de nuances. Lorsque les cheminées sont situées dans les parties communes de l'immeuble, qu'elles soient parties communes usage restreint ou parties communes tout court, le syndicat a toute la juridiction requise pour intervenir puis faire les travaux en cas de non-conformité. Puis la raison est très simple, c'est que si y a une non-conformité, il y a des risques, un accroissement du risque assurable. On n'attendra pas que le bâtiment brûle là, pour aller faire les travaux. La question qui est plus compliquée, mais c'est qui doit payer pour ces travaux? Est-ce que c'est l'ensemble des copropriétaires ou est-ce que c'est seulement ceux qui ont l'usage exclusif de ces cheminées-là? Et là-dessus, on ne peut pas répondre par un oui ou par un non parce qu'il y a des dispositions particulières dans les déclarations de copropriété qui pourraient prévoir que le coût de remplacement et d'enlèvement des cheminées est à la charge des copropriétaires qui en ont la responsabilité. Ça se pourrait, ou il n'y a rien du tout, puis à ce moment-là, tout le monde doit payer pour enlever des cheminées qui sont même des parties communes usage restreint. Parfois, on a des situations de vices de construction à l'origine de l'immeuble où le vice était là, puis c'est l'ensemble des copropriétaires qui doivent payer. C'est un sujet dont les réponses comportent des fines nuances, donc on ne peut pas dire blanc, ni M. Gagnon-Marin, ni moi ce soir à des questions aussi large. Et d'ailleurs, ça a été un peu le défi qu'on avait, surtout de prendre vos questions ce soir. Puis, je veux juste quand même dire à ceux qui ont les centaines de personnes qui nous ont écrit, là, attendez-vous pas ce soir à dire dans la bâtisse sur Henri Bourassa qu'on aime la tulipe. Voici comment ça va. On est ce soir dans les généralités, les concepts de droit qui souvent vont mériter, quand on veut des réponses plus pointues, une consultation juridique. Et n'hésitez pas, là, lorsque vous avez des questions qui peuvent être blanches, dont les réponses peuvent être blanches ou noires, de consulter des avocats spécialisés comme nous, comme M. Gagnon-Marin, le bureau de Legault-Joly, le bureau de Terrien-Couture-Gécquart et d'autres cabinets spécialisés dans ces questions-là et non pas des généralistes pour obtenir parfois des opinions juridiques pour avoir la bonne orientation. Vous m'avez enlevé le punch que je voulais rajouter, M. Jolicoeur, parce que j'allais dire aux gens, avant d'entreprendre certains dossiers, allez consulter des avocats spécialisés en copropriété pour avoir un avis juridique qui va vous aider à faire les bonnes choses de la bonne façon et au bout du compte, clairement, vous faire sauver des coûts, malgré qu'il y a des coûts associés à cette consultation-là. C'est très important. Ça, je vous le dis parce que ça coûte plus cher réparer que de le faire comme il faut la première fois. Donc, c'est super important. On a une petite question que je prends dans le question-réponse. Monsieur Levasseur, que fait le syndicat avec les personnes en perte d'autonomie en copropriété et que prévoit la déclaration de copropriété? Avant de choisir entre vous qui le prend, je veux juste dire qu'on avait fait une web radio très intéressante avec Maître Julie Banville de TCJ et Yann Toarnaki,
on va en faire une à l'automne sur ça, M. Levasseur, parce qu'on avait clairement beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais je vais quand même laisser, je vous invite à aller revisiter cette web radio-là d'ailleurs, et je vais laisser Maître Jolicoeur ou Maître Gagnon-Marin répondre à la question sur votre question. Bien, je peux répondre dans un premier temps. La qualité de la rédaction d'une déclaration de courtier peut faire toute la différence. D'ailleurs, je ne veux pas passer sous silence la part phénoménale de Christine Gagnon, qui est une des grandes auteurs en droit de la courtier et qui, on peut déclarer le conflit d'intérêts. C'est la mère de Philippe Gagnon. Donc, Philippe Gagnon-Marin a été dans un bon bassin intellectuel de réflexion dès sa tendre jeunesse. Il y avait un biberon dans la main puis une déclaration dans l'autre. C'est comme Obélix s'est tombé dans le poisson magique. Donc, Philippe a certainement ce grand honneur d'avoir comme maman Christine. Écoutez, on doit admettre, nous, comme juristes qui rédigeons, travaillons sur des réécritures de déclarations de courtier, d'être extrêmement démunis vis-à-vis cette problématique du vieillissement de la population. On est dans des contrats qui se veulent, des contrats qui assurent, dans le fond, la pérennité d'un immeuble, mais pas la pérennité des individus qui vivent dedans. Alors, c'est extrêmement difficile de s'adapter. Je vous dirais que le premier choc qu'on a eu là-dessus, ça a été la COVID-19. Christine Gagnon, notamment, comme je dis à Christine, elle a fait une déclaration COVID-19. Il y a eu des clauses qu'elle a rédigées justement pour s'adapter à une problématique de pandémie. Le vieillissement de la population, c'est une chose sur laquelle on dit souvent, les administrateurs sont de plus en plus pris à devoir gérer des gens qui font de la démence dans les bâtiments, qui sont en perte d'autonomie, qui des fois sont hospitalisés, on les ramène, on les ressort, et ainsi de suite. Il y a une réflexion, mais effectivement, j'invite nos éditeurs ce soir d'écouter la web radio avec Yann Tawanaki et Julie Banville parce qu'il y a eu tout un état de réflexion qui a été fait dedans et pour lequel on ne répétera pas un peu ce qui s'est dit, mais vous dire que les administrateurs sont bien équipés pour gérer des questions comme ça, c'est la réponse est non. Merci, Maître Jolicoeur. Donc, Monsieur Levasseur, on a répondu à votre question. Nous avons reçu aussi beaucoup de questions sur la qualification des parties privatives, des parties communes et des parties communes à usage restreint. Que faire lorsqu'il y a contradiction entre la déclaration de copropriété et les certificats de localisation, les plans cadastrales, etc., etc. Donc, la grande question est lancée. Philippe, c'est une question notariale qui est certainement, Maître Gagnon-Marin va être certainement bon pour nous guider sur cette question-là. C'est ça. Effectivement, ça arrive des fois que la déclaration de copropriété puis le plan de cadastre disent deux choses différentes par rapport aux parties communes, aux parties privatives, etc. Le plan de cadastre a préséance sur la déclaration de copropriété si on a à déterminer si une partie est privative ou commune. En fait, il faut voir la partie qu'on cherche à déterminer, où est-ce qu'elle se trouve. Est-ce qu'elle se trouve à l'intérieur des limites d'un lot privatif ou dans les limites du lot commun? Des fois, ce n'est pas si facile que ça, là, surtout quand on pense à des éléments qui peuvent se trouver un peu sur la ligne, comme par exemple des cheminées, etc. Donc, parfois, le travail d'un arpenteur géomètre peut être très utile pour aller un peu nous dire où est située la partie, puis nous donner une qualification de cette partie-là. Pour illustrer un peu, pour rebondir, faire du pouce sur le propos de M. Gagnon-Marin, on a souvent cette question qui nous est posée pour les stationnements privatifs, là. Alors, et là, on doit refaire la membrane, peut-être le béton, puis les gens viennent nous dire, ben écoutez, on fait quoi là, avec les copropriétaires qui sont propriétaires de leur partie privative de stationnement? C'est eux autres qui doivent payer pour la réfection du béton, puis l'acier d'armature, et ainsi de suite. Alors là, généralement, la dalle de béton est une partie commune. Et généralement, le lot privatif est un volume d'air au-dessus de la dalle de béton. Alors, pour être un peu plus clair, quand vous stationnez votre voiture, il y a peut-être 2 cm sur la surface de la dalle qui est dans le lot commun. Alors, votre pneu repose sur le lot commun, puis le haut de votre voiture est dans le volume d'air de la partie privative.
Alors, c'est du cas par cas. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Des fois, on pourrait être dans une situation où il y a un bout de la dalle qui est dans le lot privatif pour une raison qu'on ne s'explique pas. Et c'est dans ce sens-là que le propos de Mme Gagnon-Marin est tout à fait juste. Il y a des situations où ni un avocat ni un notaire va être capable de dire avec certitude cette section du bâtiment, c'est commun ou c'est privatif. Vous aurez donc, dans des cas particuliers, à retenir le service d'un arpenteur géomètre pour venir, dans le fond, faire un rapport qui va venir donner la précision. Puis l'autre chose aussi, je peux me permettre d'être en zone parfois critique sur la pratique notariale. Les notaires n'ont pas tous la même rigueur lorsqu'ils rédigent les déclarations de copropriété. À preuve, j'ai lu les déclarations de copropriété, on disait que dans les parties communes, il y avait des ascenseurs, alors qu'il n'y avait aucun ascenseur dans le bâtiment. Donc, le notaire a copié peut-être une déclaration de copropriété, il t'a brassé ça à sa sauce, puis là, malheureusement, la rigueur de la description des parties communes n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut avoir un certain recul, puis il y a des notaires qui sont meilleurs que d'autres dans cette question-là. Merci. Merci à vous deux. Bon, on arrive avec une question qui est relativement assez simple, mais sur certains intérêts particuliers. Le fait de retenir les services de l'entreprise d'un copropriétaire, en parenthèse, dont l'épouse est la présidente du CA, pour faire des travaux, place-t-elle la présidente en conflit d'intérêts? Ça aussi, on a eu une web radio sur la position en conflit d'intérêts. Donc, je laisse la parole à l'un de vous. C'est pour y répondre. Je peux peut-être y aller. La réponse, c'est à première vue, non. Si l'entreprise du copropriétaire en tant que telle a les compétences pour le faire, puis elle offre des prix qui sont compétitifs par rapport à d'autres soumissions que le syndicat a reçues, il n'y a pas de raison pour laquelle cette entreprise ne pourrait pas être retenue par le syndicat pour faire les travaux. Par contre, si on choisit l'entreprise parce que justement, c'est non pour ses compétences, mais pour ses liens de proximité avec la présidente du CA, bien, effectivement, ça pourrait être une situation de conflit d'intérêts. C'est la même chose que lorsqu'on choisit, par exemple, un gestionnaire. Si on veut choisir un gestionnaire, il faut le choisir pour ses compétences puis pour son expérience, et non parce que c'est le beau-frère d'un membre du CA puis qu'il a besoin d'une job. Donc, là-dessus, il aurait peut-être lieu de préciser, parce que le Code civil, parce qu'on parle souvent de règles d'éthique, de déontologie sur les conseils d'administration, mais mine de rien, le Code civil comporte des clauses qui relèvent de la déontologie sur les conseils d'administration. Si, un exemple, votre conjoint a une entreprise et que cette entreprise souhaite transiger avec le syndicat, c'est évident que le conjoint ne peut pas participer aux délibérations ni à la prise de décision, même à l'influence qu'il pourrait avoir sur ses collègues du conseil d'administration en disant, bien écoute, là, c'est mon chum, là, serait-tu le fun qu'on lui donne le contrat? Puis là, c'est un manque d'éthique. Et là, effectivement, il y a une zone de conflit. Alors, le conflit, il gère, mais il ne faut pas participer. Écoutez, on parle de la déontologie de nos élus, des ministres à Québec, c'est à la mode, c'est encore sorti dans les médias. Il y a un commissaire à la déontologie à l'Assemblée nationale sur ces histoires-là. On traite ces questions-là parfois à la légère en disant soit il y a un conflit, alors que dans le fond, il n'y en a pas eu parce que la personne qui était en conflit n'a pas participé à la délibération. Un élément aussi qu'il faut retenir, puis là, Mme Couture, vous allez me trouver un peu dur pour les gestionnaires, mais c'est les gestionnaires de copropriété aussi. Il n'y a rien de mal qu'une société de gestion ait une entreprise d'entretien ménager. Il n'y a rien de mal qu'une compagnie de gestion ait peut-être des intérêts chez un courtier d'assurance. Il n'y a rien de mal. Mais où c'est mal, c'est que le gestionnaire ne le dise pas aux administrateurs. Savez-vous quoi? Moi, là, j'ai Sandra Pedro, là, qui est mon associée dans les entretiens ménagers. Là. Elle fait des bons prix. Bon. Et là, le gestionnaire, il faut qu'il arrête là. Le gestionnaire ne peut pas chercher à influencer le conseil d'administration. Et ça, c'est super important parce que ce qu'on voit actuellement sur le marché, c'est qu'il y a des partenariats des gestionnaires et des entreprises qui, lorsqu'ils sont dénoncés en amont par le gestionnaire, il n'y a rien de mal que vous transigez avec ces sociétés-là. Mais de grâce, il ne faut pas que le gestionnaire
cherche à influencer les membres du conseil d'administration. Il ne faut pas que le gestionnaire soit partie prenante à une décision du conseil, aux délibérations. Il doit se retirer. Et ça, il y a des règles dans le Code civil, puis malheureusement, on voit actuellement certaines situations indélicates sur le marché avoir lieu. Donc, faites attention lorsqu'on traite tout le monde en conflit d'intérêts, puis ceux qui ont un intérêt dans les entreprises, faites attention de gérer adéquatement parce que sinon, ben, c'est toute la réputation des gestionnaires ou encore des membres des conseils d'administration qui peuvent en être affectés. Tout à fait, absolument. Puis de le dire et de se retirer, c'est justement prouver une saine gestion comme administrateur ou comme gestionnaire aussi dans le cas. On a une autre question. On demande des précisions par rapport aux obligations en lien avec le fonds de prévoyance pour les copropriétés horizontales. L'obligation de faire l'étude du fonds de prévoyance, entre parenthèses, lorsqu'elle sera en vigueur, sera-t-elle applicable aux petits syndicats qui n'ont presque pas de partie commune? Donc, je vais me lancer sur ce sujet, Philippe, qui me passionne et pour lequel j'ai écrit un ouvrage sur le fonds de prévoyance il y a quelques années, puis que je vais devoir actualiser à travers les autres. Je trouve ça super intéressant comme question. On a des copropriétés horizontales, Mme Couture, là, des maisons arrangées, qui ont que très peu de choses en commun, puisque la toiture, les fenêtres, tout est privatif, hein, essentiellement. Et les gens se disent, ben, à quoi sert un fonds de prévoyance? Ben, c'est tentant de dire qu'on n'a pas besoin. Parce que, dans le fond, on a peut-être une bande de gazon, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que bien souvent, il y a toute la canalisation qui dessert les stationnements arrière qui sont communs. Il y en a peut-être beaucoup plus d'éléments d'infrastructure dans votre copropriété qui mériteraient, dans le fond, d'être évalués. Et justement, quand l'obligation d'étude de fonds de prévoyance va être en vigueur, c'est dans un premier temps, pour sécurité horizontale, c'est d'établir des composantes qui devront un jour faire l'objet de remplacement ou de réparation majeure, de les identifier et de faire l'étude de fonds de prévoyance de façon conséquente à ces éléments-là. Et dans le fond, la part financière est assez limitée. Mais on ne distingue pas juridiquement les côtés horizontales des verticales sur l'obligation de faire l'étude. Maintenant, l'autre élément sur lequel je veux mettre en garde les gens, c'est que des fois, on pense être dans une copropriété horizontale. Hein, c'est des maisons arrangées, donc ça a l'air horizontal, cette affaire-là. Mais ce que les gens n'ont pas regardé, c'est parce qu'il y a une rampe d'accès en stationnement souterrain. Et ça arrive que parfois, des stationnements en dessous des maisons sont des lots privatifs. Puis, sont des lots privatifs, puis la maison est un autre lot privatif, on est dans un cadastre vertical. Et là, toutes les fenêtres, toute la toiture devient souvent partie commune. Alors, il faut faire attention en raison de la typologie. On peut parfois se tromper entre des copropriétés qui ont l'air presque identiques alors qu'elles ne sont pas juridiquement identiques. L'autre élément aussi qu'il faut quand même souligner, la loi ne distingue pas les grandes des petites copropriétés. On a beaucoup de questions actuellement qui disent, écoutez, on est trois, c'est nécessaire de suivre ça. Bien, la réponse est oui, parce que l'objectif d'une étude de fonds de prévoyance, c'est de mettre l'argent dans le fonds de prévoyance de façon logique et conséquente. Si vous n'avez pas d'études, même si vous êtes une copropriété de 3, comment allez-vous savoir quel montant mettre dans le fonds de prévoyance? Donc, la réponse, oui, il faut en faire qu'on soit une petite ou une grande copropriété. Exactement. Juste afin de prévoir d'avoir des sous au moment opportun, c'est important. Ouais. Question, les copropriétaires ont-ils le droit d'enregistrer l'Assemblée générale annuelle à laquelle ils participent? Ça, c'est une question que je laisserai à Philippe Gagnon-Marin parce qu'il y a des questions pièges. Je vais laisser Philippe la chance de se dépatauger dans cette question-là épouvantable. Philippe, je te laisse. Moi, justement, c'était une question pour laquelle j'aurais aimé avoir votre opinion. Je le sais, c'est pour ça que je l'ai envoyé pour commencer, Philippe. Vas-y, ça a l'air d'une question très simple. On peut-tu enregistrer? Mais les deux, là, vous êtes... Je vais vous en donner une réponse en quelques instants. Moi, j'aurais tendance à dire que honnêtement, je laisse Majelka répondre. Mais la réponse, c'est oui. Vous pouvez enregistrer les débats, vous participez à la rencontre. Ce n'est pas comme quand vous enregistrez des tiers à leur insu. Maintenant, la question qui se pose,
qu'est-ce que vous pouvez faire de cet enregistrement? Ça, c'est un autre élément. Alors, le fait d'enregistrer, c'est une chose. L'utiliser à d'autres fins, c'est autre chose. Alors, et là, un exemple, vous décidez de vouloir poursuivre votre voisin parce qu'il a dit à l'Assemblée que vous étiez stupide. Bon. C'est pas certain que le tribunal va permettre le dépôt d'un enregistrement fait à l'insu de l'autre partie. C'est peut-être une preuve qui va déconsidérer la justice. Alors, entre le fait d'enregistrer, c'est une chose, le fait d'utiliser, c'est autre chose. Et là-dessus, je ferai une grande distinction. Puis, ceux qui enregistrent, je serais extrêmement prudent dans l'utilisation que vous faites de ces enregistrements-là, parce que vous allez peut-être vous exposer à des recours en dommages de certains propriétaires qui diraient, écoutez, c'est un bout d'enregistrement qui est hors contexte, vous attaquez ma réputation. Donc, soyez prudent sur cette question-là. Okay. L'autre question, de quel recours disposent les copropriétaires contre un membre du CA qui agit au mépris des droits des copropriétaires et de façon partiale ou qui ne fait pas le nécessaire pour protéger l'immeuble? Donc, c'est quand même une question que 2-3 volets, là. Donc, je vous laisse là-dessus. Un de vous deux. Philippe, je vous laisse. Ouais, allez-y, Philippe. C'est sûr que c'est une question qui revenait quand même assez souvent. Qu'est-ce qu'on fait si l'administrateur s'occupe pas de ci, s'occupe pas de ça, il ne prend pas les bonnes décisions pour l'immeuble, etc. La solution la plus simple et la moins coûteuse, c'est, comme disait tantôt M. Julliard, de ne pas le réélire à la prochaine assemblée. Si vraiment c'est urgent et ça ne peut pas attendre, il y a possibilité de demander sa destitution, convoquer une assemblée en recueillant 10 % des voix de la copropriété pour demander sa destitution puis élire de nouveaux administrateurs. Non, il existe aussi un recours dans le Code civil qui permet à un copropriétaire ou à quiconque de demander au tribunal d'interdire la charge d'administrateur si l'administrateur en question manque de façon répétée à ses devoirs, ses obligations. Donc, on sait que les administrateurs doivent agir avec prudence, diligence, loyauté dans l'intérêt de la personne morale, etc. Donc, ça serait un peu le recours long et pénible. Évidemment, ça, c'est un recours que vous devriez probablement consulter un avocat, mais ça serait de changer de conseil d'administration, ça c'est la chose la plus simple à faire. Merci. Merci beaucoup. Ceci, je tiens à vous le dire, regardez dans vos déclarations aussi parce que de certaines façons de procéder pour faire une assemblée de destitution. Donc, je vous laisse sur ça. Qu'est-ce que la loi québécoise prévoit par rapport à l'établissement des frais de condo, donc de charges communes annuelles, soit l'adoption du budget? Donc, c'est une belle question qu'on a souvent répétée. Donc, j'imagine que c'est Maître Gagnon-Marin qui prend cette question. Oui, je peux y aller aussi. C'est aussi une question qui se retrouvait, on a retrouvé beaucoup dans les questions des internautes. Il y a une croyance populaire comme quoi c'est l'Assemblée qui devrait voter le budget, puis que ça doit être voté en Assemblée, approuvé par tous, mais malheureusement, c'est faux. Je dis malheureusement, pas nécessairement malheureusement, mais c'est ce que le Code prévoit. Je ne me prononce pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est le conseil d'administration qui doit adopter le budget et non l'Assemblée. C'est l'article 1072 du Code. Par contre, avant d'adopter le budget, le conseil doit consulter l'Assemblée. Ce qu'on fait en pratique, puis ce qui est efficace, c'est de tenir un vote consultatif lors des assemblées. Le CA présente son projet de budget, les gens ont l'occasion de poser des questions, de se prononcer, puis on tient un vote, mais qui n'a pas de valeur probante, qui ne va pas lier le conseil d'administration. Comme ça, si on voit au terme du vote consultatif que les gens sont à 90 % contre le budget présenté, le conseil peut quand même l'adopter comme il l'a présenté, mais c'est comme un peu un indice de il faudrait peut-être leur travailler un peu. Quelques éléments parce que les gens ne sont pas satisfaits, mais c'est le conseil qui a le dernier mot au final, puis c'est la même chose pour toutes les contributions spéciales qui sont nécessaires. Je vais faire du pouce avec vous sur la présentation juridique qui est tout à fait adéquate de M. Philippe Gagnon-Marin là-dessus. Je partage à 100% son point de vue, mais je vais essayer d'expliquer le pourquoi de cette mesure législative.
On est au Québec dans un régime juridique qui est totalement différent du régime français. En France, c'est l'Assemblée des copropriétaires qui vote les travaux, qui vote le budget. En Amérique du Nord, on n'est réellement pas, je parle d'Amérique du Nord, on parle de l'État de la Floride, de la Virginie, l'Ontario, partout. On est dans une dynamique totalement différente. Pourquoi? Parce que on a ce qu'on appelle un conseil d'administration, un organe décisionnel qui est un conseil d'administration avec des administrateurs qui sont imputables, qui sont responsables de leur administration. Alors, si vous demandez à des administrateurs d'assurer la conservation de l'immeuble, d'assurer la mission première, et vous êtes dans une assemblée copropriétaire ce soir et les administrateurs arrivent, vous écoutez, le mur arrière du bâtiment, il y a des bombements. L'architecte nous dit qu'il risque de s'effondrer en tout temps. On n'a pas d'argent dans le fonds de croyance, mais ça va nous prendre 500 000 pour le réparer. Et on va passer à un vote. Qu'est-ce que vous êtes d'accord? On passe à un vote, puis finalement, on dit, Ils ne sont pas d'accord. On va d'accord. Bien là, l'administrateur, lui, est-ce que ça le décharge de sa responsabilité d'engager les travaux? Ben non, parce que s'il ne les engage pas, s'il n'agit pas à personne raisonnable, c'est lui qui est imputable. Alors, c'est pour ça que le pouvoir décisionnel entre les mains du conseil d'administration repose sur l'imputabilité et la responsabilité civile des administrateurs. On ne peut pas les tenir responsables s'ils n'ont pas la capacité de lever les fonds dans une copropriété et de faire des travaux. Ça serait bien différent si on levait une cotisation spéciale pour faire le hall d'entrée avec du marbre, des matériaux luxueux, des boiseries. Le Code civil est très clair. Si on parle de travaux qui vont au-delà du maintien d'actifs, d'amélioration, là, l'Assemblée des copropriétaires a le pouvoir de décision sur les travaux, donc de facto sur le budget. Alors, on a un Code civil qui est relativement bien équilibré, qui se justifie aussi en termes de droit pourquoi l'Assemblée n'est pas décisionnelle sur le budget prévisionnel. Suite à la présentation d'un budget, il y a le conseil qui pourrait, on va dire, le modifier légèrement suite à la consultation. Et on parlerait, par exemple, d'augmenter un fonds de prévoyance de 10 000 supplémentaires parce que les gens ont dit que, bon, ça serait le fun vu qu'on a changé le règlement des fenêtres pour le mettre au syndicat et non plus la responsabilité des copropriétaires de dire, bien, déjà, on va enclencher une cotisation supplémentaire dans le fonds de prévoyance. Fait que il y a une petite partie qui peut être modifiée suite à l'Assemblée, mais qui n'est pas majeure. Bien, s'il y a eu une consultation, oui. Il m'est arrivé dans une assemblée copropriétaire un jour où on avait des problématiques avec les parements de béton du bâtiment, puis le conseil d'administration marchait sur le bout des pieds en disant, bien là, ça va nous prendre 800 000 de cotisation spéciale. Puis il y a un homme d'affaires qui est un ingénieur, qui se lève et dit, écoutez, là, 800 000, vous n'aurez pas assez, là. Ça prend 1 million. Bien, après l'Assemblée, le conseil a voté un budget de 1 million. Alors, donc, c'est un peu limite tout ça, mais c'est une consultation qui va influencer. La modification. C'est ça. Mais évidemment, il y a des critères pour dire, bien, écoutez, on n'a pas vraiment été consulté. Donc, c'est réellement des cas d'espèce qui se présentent dans ces dossiers-là. Okay. Mais Gagnon, aviez-vous quelque chose à rajouter? J'allais peut-être ajouter là, sur cette question-là aussi le fait qu'il faut se rappeler que l'adoption du budget, c'est une décision du conseil d'administration. Évidemment, chaque copropriétaire a le droit d'intenter un recours pour faire annuler une décision du conseil d'administration dans les 90 jours. Donc, si le budget qui est adopté n'a pas de bon sens, puis vous considérez qu'il a été adopté de façon partielle, par exemple, qui désavantage certains copropriétaires par rapport à d'autres, qui a été pris au mépris de vos droits, etc., bien, vous n'êtes pas sans recours. Vous avez la possibilité d'en demander l'annulation au moyen d'une demande en justice là, devant le tribunal. Parfait, très bon point. Merci beaucoup, Maître Gagnon. Si vous n'êtes pas... justement, on vient de le couvrir. On avait une autre question qui était sur si vous n'êtes pas en accord avec le budget, que vous considérez que celui-là a été adopté de façon partielle ou au mépris de vos droits, vous avez le droit de demander l'annulation. Donc, on l'a déjà couvert. Merci beaucoup. Que peut-on faire? Lorsqu'un conseil d'administration refuse qu'un copropriétaire effectue des travaux dans sa partie privative qui touche les parties communes. Exemple, la modification d'une fenêtre. Donc là, pour moi, la modification de la fenêtre, c'est quelque chose d'important, mais je laisse la question à un de vous deux. Philippe, je vous laisse aller. Oui, je peux peut-être y aller. Si je me souviens bien de la question,
c'était une dame qui disait qu'elle ne pouvait plus ouvrir sa fenêtre parce que la fenêtre était condamnée, ou je suis plus certain, puis le CA refusait qu'elle fasse les travaux. On le sait, les travaux de transformation des parties communes doivent être approuvés par l'Assemblée des copropriétaires. Donc, cette personne-là pourrait présenter une demande à l'Assemblée pour faire autoriser les travaux. Puis, elle aurait besoin d'un vote à 75 des copropriétaires présents représentés. Évidemment, ça serait d'arriver préparé à l'Assemblée avec une soumission qui détaille les travaux puis qui démontre vraiment que les travaux qu'elle veut faire ne risquent pas d'endommager l'immeuble puis qu'il n'y a aucune raison de s'y opposer. Puis qu'un professionnel qui a des cartes de compétences pour faire le travail, puis etc. Merci beaucoup. Puis effectivement, le conseil d'administration, en fait, ne peut pas refuser sans motif valable des travaux d'un copropriétaire dans sa partie privative. Et la même chose, comme vous venez d'expliquer, pour la partie commune. Existe-t-il un recours pour modifier notre contribution aux charges communes? En fait, une autre question qui est revenue beaucoup, les gens qui ne sont pas satisfaits de leur valeur relative, ils trouvent qu'ils paient trop par rapport aux autres. Il faut comprendre que les valeurs relatives, les codes-parts, sont établis dans la déclaration de copropriété. Il existe un recours devant le tribunal pour demander une modification des valeurs relatives. C'est prévu à l'article 1068 du Code. Par contre, ce recours-là, il y a une grosse contrainte, c'est qu'il doit être intenté dans les 5 ans de la publication de la déclaration. Après, on ne peut plus l'intenter. Puis, on peut modifier les valeurs relatives avec l'unanimité de tous. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire en raison de l'article 1102 qui prévoit qu'on ne peut pas imposer à un copropriétaire une modification de sa valeur relative sans son consentement. Évidemment, si on en modifie une, elles vont tous être modifiées puisqu'on doit arriver à 100% au final. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, voilà. Je ne sais pas si Maître Jolicoeur avec quelque chose. Non, c'est tout à fait le cas. Je partage à 100% le point de vue. Parfait. L'autre question, en cas d'insuffisance du budget, le conseil d'administration peut-il utiliser le fonds de prévoyance pour voir aux dépenses jusqu'à la prochaine assemblée? Je vais prendre la réponse, c'est non. Là. Le fonds de prévoyance, il est dédié uniquement pour les travaux majeurs et les réparations majeures et les travaux de remplacement des parties communes. Donc, la réponse est non. Ce n'est pas une marge de crédit qui est donnée au syndicat. Parfait. Que peut faire le conseil d'administration? Que peut faire le conseil d'administration ou les copropriétaires en cas de manquement important du gestionnaire? De le mettre dehors, c'est d'y mettre fin. Alors, évidemment, là, j'invite les gens à quand même lire les dispositions du contrat de gestion qui prévoit généralement un mécanisme où on doit rappeler à l'ordre le gestionnaire, lui demander des explications. Mais c'est sûr que si, un exemple, le gestionnaire part avec une partie des fonds de la copropriété, le délai de départ va être plus court que si un gestionnaire a oublié d'envoyer un document copropriétaire, une question de gradation dans les manquements du gestionnaire. Merci. Quand est-ce qu'un copropriétaire est tenu de payer la franchise du syndicat d'assurance en cas d'événement mettant en jeu la garantie? Bien, là, je vais prendre cette question-là. Je viens de faire un texte sur les récents développements en droit de la propriété cet automne pour le Barreau du Québec. S'il y a un sujet de controverse, c'est bien 1074.2. Oui, monsieur. C'est un article qui a été déjà réformé par suite du dépôt du projet de loi 41. La question, elle est relativement simple. Est-ce qu'un copropriétaire qui est responsable d'un sinistre, est-ce qu'on peut lui imputer le montant de la franchise que le syndicat a dû acquitter dans le cadre d'une réhabilitation de bâtiment? Dans certains cas, oui. Dans certains cas où il y a eu une faute manifeste du copropriétaire, il a laissé les fenêtres ouvertes, les tuyaux ont gelé, on est capable d'établir la faute. Il y a une présomption de faute aussi qui est prévue dans le Code civil à l'égard
d'un chauffe-eau qui brise qu'il y a 15 ans, alors on aurait dû changer le chauffe-eau au bout de 10 ans. Mais il y a des situations où les tribunaux sont venus dire non. On ne peut pas tenir un copropriétaire responsable d'une canalisation dans une partie privative, dans un mur fermé où il n'était pas en mesure de voir que la canalisation allait briser. Donc, c'est réellement du cas par cas. Je recommande souvent aux syndicats dans des dossiers complexes où les franchises sont élevées, de parfois d'engager des experts en sinistre pour faire enquête sur la cause du sinistre. Vous allez avoir un bon suivi et beaucoup plus de chances de réclamer ce qui est possible. Exactement. Donc, qu'est-ce que le CA ou un comité interne devrait vérifier lorsqu'il reçoit des demandes de rénovation des copropriétaires? Par exemple, rénover une salle de bain, c'est un bon exemple, là. Donc, une modification ou une transformation dans une partie privative. Philippe, je pense que vous avez une bonne réponse pour ça, non? Ça revient un peu à ce que Mme Couture disait tantôt. En fait, dans les parties privatives, le CA ne peut pas refuser que le copropriétaire fasse des travaux sans avoir un motif valide. Là, ça, c'est souvent reproduit dans la déclaration de propriété. On exige souvent que le copropriétaire soumette les plans de vie, les soumissions en cas de travaux plus majeurs. C'est sûr que ça dépend du travail que le copropriétaire envisage de faire. S'il veut mettre un mur à terre, refaire au complet son salon, sa salle de bain, on peut effectivement demander les plans, les devis, les soumissions, le nom de l'entrepreneur, etc. Puis, le CA peut aussi consulter un professionnel pour avoir une seconde opinion puis s'assurer que les travaux ne risquent pas de mettre en péril l'intégrité de l'immeuble. Quand je dis un professionnel, ça peut être un ingénieur en bâtiment, ça peut être un architecte, etc. Il faut être prudent lorsqu'on fait des travaux dans sa partie privative, c'est que parfois, même à l'intérieur d'une partie privative, des murs qui sont qualifiés de partie commune. Pourquoi? Parce que au centre, un exemple, on voit souvent ça dans les bâtiments en bois et briques, vous avez un mur qui sépare la chambre à coucher du salon et c'est un mur porteur. Bon, alors, un mur porteur, il ne faut pas jouer au castor bricoleur dans un mur porteur. Les gens ne peuvent pas dire, ben parce que c'est chez nous, on va enlever les montants de bois, là, puis on va se faire ça va agrandir la place. Ça va agrandir, on va être à air ouverte. J'ai déjà vu ça, il y a une déflexion des planchers parce que quelqu'un va jouer comme ça. Alors, il faut faire attention, il faut regarder souvent si le certificat de localisation de la partie privative ne comporte pas des composantes qui sont des parties communes et dans lesquelles il y aura un impact soit sur la structure du bâtiment ou soit parfois sur une problématique de titre parce que si effectivement j'empiète sur un mur de division qui est qualifié de partie commune, et même si je ne touche pas à la structure, donc j'élargis une porte entre une chambre à coucher et un salon, et qu'en élargissant la porte, je viens gruger dans le lot commun, bien, je vais créer ce qu'on appelle un empiètement, puis je vais créer un vice de titre. C'est pour ça que le conseil d'administration, il doit regarder le certificat de localisation, parfois le plan cadastral de l'appartement visé par les travaux pour voir s'il n'y a pas des travaux qui vont empiéter sur les parties communes. Puis l'autre chose aussi, s'assurer que les gens qui vont venir faire des travaux de plomberie sur la plomberie principale de l'immeuble, ça n'aura pas des conséquences pour les autres. Là. Il ne faudrait pas que les travaux de plomberie, on ait des bulles qui sortent dans le lavabo en bas, du lave-vaisselle qui est canalisé de telle façon. Alors, c'est extrêmement, extrêmement délicat. Lorsqu'on parle des travaux sur la mécanique du bâtiment ou sur la structure du bâtiment, le conseil doit être extrêmement vigilant en cette matière. Oui, si je peux suggérer ou recommander d'utiliser les gens qui ont les cartes de compétences pour la plomberie et l'électricité. Donc, le conseil d'administration pourrait à la limite aussi exiger ce genre d'entrepreneur-là pour venir participer au projet de réno du copropriétaire, qui, ceci étant dit, s'il est bien présenté et bien ficelé, beaucoup moins de chances de vous être refusé ou retardé. Donc, comment le syndicat doit réagir lorsqu'un copropriétaire n'entretient pas ses parties privatives ou communes à usage restreint et qu'elles ne sont plus sécuritaires pour l'immeuble? Donc, c'est quand même un grand mot qui c'est plus sécuritaire. Mais, Maître Gagnon-Marin, je vous passe cette question-là. Oui, bien, tu sais, effectivement, comme on disait tantôt, le syndicat a l'obligation de voir la conservation, l'intégrité de l'immeuble, tout ça.
Il faut évidemment s'assurer que les gens respectent la déclaration de copropriété en entretenant leur partie commune à usage restreint, partie privative, s'ils en ont l'obligation. Si votre déclaration de copropriété a une clause pénale, ça peut être un outil fort utile pour mettre des pressions pour qu'ils s'exécutent, imposer des pénalités, évidemment. Mais la chose à faire, si la personne ne le fait pas, c'est de le faire faire à ses frais. Ça, si on parle de parties communes qui sont accessibles au CA, on peut le faire à ses frais, puis ensuite lui réclamer le montant au moins d'une demande en justice. Si c'est une partie que le CA n'a pas accès, une partie privative, par exemple, malheureusement, l'option, ça serait de faire un recours en injonction. Si c'est urgent, on peut même demander une injonction urgente qu'on appelle provisoire, qui s'obtient assez rapidement là, si l'immeuble est à risque pour forcer la personne à faire les travaux ou à défaut que le CA soit autorisé à rentrer de force, pas de force, mais qu'il soit autorisé à rentrer avec un huissier, tout ça, pour le faire exécuter les travaux. On peut parler là-dessus, par exemple, en partie privative, d'insalubrité, exemple, de contamination par des insectes nuisibles en copropriété, tout ça. Donc, oui, vous avez des recours pour pouvoir accéder à l'unité. Et ça aussi, dans le doute, si vous n'êtes pas certain, ça vaut la peine de consulter pour justement éviter des poursuites de bord et l'autre et tout ça. Justement, on arrive à une question sur les détections de fuite d'eau. Ça aussi, c'est des web radios qu'on avait tenues à quelques reprises. Donc, si jamais on n'a pas le temps de vous expliquer très, très clairement, je vous invite à aller visionner les web radios sur ce sujet. On a une petite question qui est très courte sur le chat que j'ai devant moi qui va m'amener à la question qu'on avait reçue déjà à l'avance. Monsieur Gélineau demande, est-ce qu'un syndicat peut obliger, c'est assez simple comme question, l'installation de détecteurs de fuite d'eau dans toutes les unités privatives? Donc, Maître Gagnon ou Maître Cogeca? C'est une question qui est assez récurrente présentement. Ça dépend des circonstances. Si on a une problématique d'assurabilité de l'immeuble, c'est-à-dire que le prochain dégât d'eau n'a plus d'assureur, effectivement, le syndicat peut prendre l'initiative parce que ça s'inscrit dans la conservation de l'immeuble, les travaux à faire. Le syndicat aura toute la légitimité. Et souvent, là, se pose la question, mais comment on répartit la dépense en pareille circonstance? Quand c'est quelque chose qui devient obligatoire pour assurer l'assurabilité de l'immeuble, la dépense va être séparée en fonction de la valeur relative. Si on est dans un dossier où ça serait préférable d'en installer, le traitement du dossier va se faire différemment parce qu'on va souvent essayer d'inciter les propriétaires à installer des valves coupe-eau. Je dirais que généralement, on est mieux d'y aller dans une vision plus collective qu'individuelle pour qu'on ait des systèmes qui soient des meilleurs résultats. OK. Puis, on a la question qui était dans les questions préparées dans un immeuble. Puis, je veux dire, les questions que je lis, là, c'est Maître Gagnon-Marin qui a fait tout un ménage dans ça pour les regrouper. Et ça veut dire qu'il revenait à plusieurs reprises. Donc, on a vraiment eu plusieurs questions sur ce qu'on a discuté là jusqu'à maintenant. Dans un immeuble où des systèmes de détection des fuites d'eau ont été installés, un copropriétaire qui modifierait le système en déplaçant les capteurs, peut-il être tenu responsable des dommages causés à l'immeuble s'il y a un dégât d'eau qui survient et qui aurait pu être détecté sans cette modification? Je ne sais pas à qui va la prendre, celle-là. Je vais laisser Philippe répondre à celle-là. C'est ça, la réponse me paraît assez simple ici. Effectivement, le copropriétaire qui modifie le système sans en aviser le CA, le système qui est en place, qui est installé par des professionnels, à mes yeux, il engagerait sa responsabilité civile, puis il pourrait être tenu responsable du dégât d'eau. Ça pourrait être une faute, là, entre guillemets, au sens de l'article 1074.2. Si effectivement c'est ça qui est à l'origine du sinistre, on pourrait lui réclamer la franchise, le montant des travaux. Parfait, merci beaucoup. Le CA a-t-il besoin de l'approbation de l'Assemblée générale annuelle, pour installer des systèmes de détection de fuite d'eau? Je peux peut-être te répondre. Oui, allez-y. Parfait. Il y a quelques volets à cette question-ci. Oui. Encore une fois, ça dépend du projet de l'infrastructure qui est installée dans l'immeuble. On le sait que lorsqu'on veut faire des travaux de modification aux parties communes, amélioration des parties communes, on a besoin de 75 des voix des copropriétaires présents représentés. Donc, si on veut
installer des systèmes de détection des fuites d'eau qui passent par les parties communes, qui les modifient, on a besoin d'une autorisation de l'Assemblée à cet effet-là. Donc, en partant, ça se peut que le système ne nécessite pas de telles modifications. Dans ce cas-là, un vote à cette majorité-là n'est pas nécessaire. Mais il faut aussi penser que les systèmes de détection de fuite d'eau qu'on installe, il faut quelque chose pour les réglementer. Ça va prendre un règlement qui va être adopté par l'Assemblée. Donc, par exemple, d'abord, on les qualifie, ces systèmes-là. Est-ce que c'est des parties privatives, c'est des parties communes, à qui appartiennent, qui est responsable de remplacer les batteries, de les remplacer en cas de bris, de les inspecter. Est-ce que le CA peut faire des inspections? Si oui, c'est quoi les modalités? À combien de temps le préavis? Il y a beaucoup de questions à traiter au terme d'un règlement. Donc, le règlement, on le sait, est voté par l'Assemblée. Puis, il y a aussi la question du financement de ces travaux-là. Donc, les systèmes de détection de fuite d'eau, on le sait, ce n'est pas gratuit, ça coûte cher. On l'a dit tantôt que le CA doit consulter l'Assemblée avant d'adopter toute cotisation spéciale. Dans ce cas-ci, si on demande 250 000, mettons qu'on est dans un gros immeuble pour faire ces travaux-là, bien évidemment, le CA va devoir consulter l'Assemblée avant d'adopter la contribution spéciale. Merci. On a, Mme Couture, quelques questions dans le chat. J'aurais le goût de les prendre. On a Jason Caron-Michaud qui pose comme question: assurance en cas de sinistre occasionné par un locataire en adéquation avec ce que stipule la déclaration de copropriété. Le propriétaire qui a la garde de sa copropriété demeure-t-il responsable des dommages non couverts par l'assureur du locataire? Et ce même en considérant 1074.2. Une excellente question qui fait objet de controverse. À mon humble avis, le Code civil a été drôlement mal rédigé sur cette question-là. Si on lit le texte de loi, le copropriétaire n'est pas responsable de son locataire, même si la déclaration, si on lit le texte purement. Moi, je suis d'opinion que le régime de responsabilité établi dans les déclarations de copropriété s'applique encore, contrairement à ce que les assureurs disent. Il y a une couple de décisions intéressantes de la Cour du Québec. Ça va faire d'ailleurs l'objet de mon texte de doctrine que je vais faire avec Charlotte Fortier dans le cadre des récents développements en droit d'équité à l'automne, où je vais mettre en perspective ces décisions de la Cour du Québec qui vont faire plaisir à beaucoup de syndicats. C'est un texte inédit qui est en zone de préparation. Donc, bonne question de votre part. On nous dit que les assurances ont longtemps autorisé le remplacement complet de plancher d'unités de type LOF lors de sinistres d'eau, entraînant des coûts énormes. Est-ce que le syndicat peut mettre en place un règlement pour définir les paramètres de remplacement, par exemple, remplacer le bois d'ingénierie endommagé dans une cuisine par la céramique? Bien, la réponse est non. Le principe de l'assurance, c'est de répliquer les finis qu'il y avait à l'origine. Ne pas perdre non plus de valeur le copropriétaire qui aimait le plancher, non pas la céramique. Oui, c'est ça. On a aussi une autre question qui est quand même intéressante pour bien des gens. Quand on change un article de la déclaration dans une assemblée, est-ce que le vote doit être à la majorité ou à l'unanimité? Exemple, lors d'une rencontre, on a changé l'article qui dit que les animaux ne doivent pas être dans les parties communes. On est 6 copropriétaires. Dans la rencontre, on a été 5. La 6e n'assiste pas depuis qu'il y a eu un différend. Donc, le vote a été de 4 sur 5. Le changement a été adopté. Est-ce correct? Je vais laisser Philippe Gagnon répondre à cette question. Bien, effectivement, dans votre cas, le vote a passé. On ne demande pas l'unanimité, là, jamais. Faut vérifier quel article de la déclaration de copropriété on veut changer. Si c'est le règlement, dans votre cas, l'affaire du chien dans les parties communes, on est dans le règlement de l'immeuble. Pour modifier le règlement de l'immeuble, c'est l'article 1096. On a besoin d'une majorité absolue, donc plus de 50 %. Donc, 4 sur 6 dans votre exemple sont suffisants. Si ça aurait été 3 sur 6, ça n'aurait pas été suffisant vu qu'on aurait eu 50 %. Ça nous prend vraiment plus de 50 %. Par contre, si on veut modifier l'acte constitutif, donc, ou la description des parties privatives, ça nous prend le 75 % de l'article 1097. Donc, il faut regarder c'est quoi que vous voulez modifier. Vous êtes tout dans votre déclaration de copropriété, puis se référer aux articles 1097 et 1096
pour voir. Merci. On a une question à coup sûr, j'ai le goût de la prendre, celle-là. Allez-y. Pierre Roy nous dit dans le chat, lorsque la copropriété est associée à un autre syndicat horizontal, le syndicat vertical de chacun des copropriétaires sont-ils censés recevoir du notaire la convention de copropriété de la copropriété horizontale? Bien, la réponse est oui. Quand vous achetez un appartement dans une copropriété horizontale et verticale, vous êtes dans une concomitante, la déclaration de copropriété fait partie des titres de propriété, donc vous auriez dû recevoir chez le notaire les deux déclarations de copropriété lors de la vente. Donc, je trouve ça intéressant. Il y en a une autre là, de Diane Chang, là, je vais juste la reprendre. Diane Plain, nous occupons une copropriété de 15 unités de 3 étages. Certains propriétaires au rez-de-chaussée ont fait refaire leur terrasse en pavillon uni. La déclaration spécifique que les propriétaires sont responsables de l'entretien et de remplacement à leur charge, que c'est une partie commune à usage exclusif. Alors, le service de sécurité incendie de la Ville de Gatineau exige maintenant d'ajouter un deuxième sortie aux occupants au deuxième ou troisième étage de la copropriété. Ce projet est évalué à 300 000 et une cotisation spéciale est exigée dernièrement à tous les propriétaires. Est-ce juste les propriétaires du rez-de-chaussée qui sont responsables du remplacement de leur terrasse ou nous souhaitons également contribuer à l'ajout des escaliers ou des étages supérieurs? Diane, c'est une excellente question. Excellente question. C'est une très bonne question, mais on ne vous répondra pas à votre question ce soir parce que là, on tombe réellement. Puis, je veux juste limiter les attentes de nos membres là, ce soir. On rentre dans l'opinion juridique. Et nous, les avocats, que ce soit Philippe Gagnon-Marin ou Gelker, on est toujours avec une certaine prudence parce qu'il y a tellement de nuances, il y a tellement de faits qu'on doit prendre en considération avant d'émettre une opinion sur un sujet aussi pointu. Mais la question est excellente. Elle est très bonne. Elle mérite certainement une réponse, mais une réponse d'un juriste spécialisé. Surtout, Maître Jolicoeur, si vous permettez, surtout si on est pour engager des travaux dans le syndicat d'un montant de 300 000, je pense que vous avez beaucoup avantage, Madame, d'engager un professionnel en copropriété pour bien vous éclairer sur le comment et le pourquoi, parce que là, on se comprend qu'en même temps, c'est une modification des parties communes parce qu'on ajoute une issue ou ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de boulot là-dessus. Là. Allez voir des juristes spécialisés en copropriété, là, puis on est certainement, le bureau de Legault-Joly, Terrien-Couture-Gelker et de vous, on a des cabinets spécialisés, on a des juristes là, qui peuvent certainement vous aider sur des questions comme ça. J'en prends une que je trouve passionnante, puis après ça, on retournera. Mme Petras nous dit, sans résolution ni un acte notarié publié, est-ce qu'un procès-verbal de 2008 stipulant que le remplacement des fenêtres qui sont des parties communes et restreintes à la charge de chaque propriétaire est opposable aux propriétaires ultérieurs, est-ce que ça fait partie de la constitution? La réponse est oui. Excellent diagnostic, Mme Petras. Ça fait partie de la constitution et toute modification à la constitution doit être reçue par notaire. Et tant que ce n'est pas reçu par notaire, ce n'est pas opposable aux copropriétaires qui ont acheté par la suite. Donc, vous voyez l'importance d'une rigueur lorsqu'on vote des choses en assemblée. On dit, on va voter quelque chose, on a une bonne idée ce soir. Ça ne marche pas avec des bonnes idées. Il faut suivre le cadre légal en cette matière. Je vous en prendre tout de suite une autre qui est dans le chat de Pierre D. Inscription des administrateurs au REC. On a ajouté récemment, depuis le 31 mars d'ailleurs, l'obligation de fournir une preuve d'identité pour les administrateurs qui se sont inscrits. Et je tiens à préciser que c'est aussi pour modifier un nouveau administrateur, mais sortir les anciens administrateurs. Donc, de grâce, donnez-nous vos pièces parce que sinon, vous restez dans le REC et vous êtes responsable. Mais il me semble qu'il ne soit pas exigé une preuve pour leur élection. Exemple, au PV de la GA. Sans donner plus de détails, je connais un cas où des copropriétaires qui se sont autonomes administrateurs ont été inscrits au REC. Donc, là-dessus, je donne ça à Philippe. On va dire que c'est le Far West parce qu'effectivement, demain matin, quelqu'un peut créer au registre des entreprises du Québec un syndicat qui n'existe pas, avec des administrateurs qui n'existent pas. Alors, c'est pas ce qui apparaît au registre des entreprises du Québec, c'est pas forcément d'une assurance complète. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des situations de fraude en pareille circonstance. Mais là, la personne qui rentre l'information des entreprises assume la responsabilité aussi. Alors, ce n'est pas n'importe qui est en droit, en principe, de pouvoir mettre cette information-là. Exact. Mais comme je vous dis, quand le conseil d'administration vous dit que ça prend une pièce de votre identité, autant pour vous ajouter au registraire
que vous retirez puisque vous n'êtes plus administrateur. Et c'est assez important si vous n'êtes plus là de ne plus être au REC pour être plus responsable. J'ai une belle petite question dans notre liste de questions. L'avis de convocation peut-il être envoyé par courriel, même si la déclaration de copropriété prévoit qu'il doit être envoyé par la poste ou remis en main propre? Philippe, Maître Gagnon, Marin. C'est en principe, même si la déclaration prévoit qu'on va l'envoyer par la poste, remise en main, etc., en pratique, les gens l'envoient plus par courriel. C'est assez la norme. Merci. Si personne ne s'oppose à ça, c'est correct. Par contre, la loi sur les technologies de l'information prévoit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à s'enquérir de dispositifs technologiques pour recevoir une communication. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de téléphone, pas d'iPad, c'est rare en 2023, mais ça se peut. Puis, je veux l'avoir copie papier, mais à ce moment-là, le syndicat sera obligé de lui transmettre par la poste ou en main propre. On a une question de Daniel Bourque qui est bonne aussi. Petite question qui me chicote depuis longtemps. Dans la déclaration de copropriété, dont toutes les modifications votées en Assemblée doivent être publiées à grand coût. Alors, n'exagérez pas, M. Bourque, c'est pas si cher que ça. La deuxième partie, on parle évidemment de la deuxième partie, le règlement d'immeuble, risque rapidement d'être synchronisé par rapport au règlement d'immeuble, modifié beaucoup plus fréquemment, qui n'ont pas été publiés. En d'autres mots, ce que je soupçonne de votre propos, M. Bourque, c'est qu'est-ce qu'on fait là, de ces modifications qui s'empilent du règlement d'immeuble et qui ne sont pas toujours très cohérents avec le reste de la déclaration de copropriété. Dans un premier temps, sachez que certains sont d'opinion que la rédaction d'un règlement de copropriété relève de la pratique exclusive du notaire et de l'avocat et non pas de n'importe qui peut faire cela. Alors donc, là-dessus, je vous invite fortement, même si vous faites un règlement d'immeuble, à consulter. Parce que les gens disent, oui, mais ça coûte de l'argent. Oui, mais attention, là, si vous avez une contestation judiciaire sur un règlement mal ficelé, faire un procès, c'est des dizaines de milliers de dollars des fois. Alors, ça coûte moins cher de consulter en amont, d'avoir des documents qui sont de qualité que d'avoir des choses qui ont été faites sur le coin de la table et qui n'ont pas, dans le fond, la rigueur juridique. Et j'ajouterais là-dessus que malheureusement, M. Bourque, les syndicats vont tous être confrontés dans les prochaines années. Il y a tellement eu de modifications au niveau de la loi de faire des mises à jour des déclarations de copropriété. C'est pas donné, mais ça favorise effectivement, ça aide beaucoup aux administrateurs à gérer, ça aide beaucoup aux copropriétaires à pouvoir se retrouver et puis ça évite un peu les ambiguïtés. Donc là-dessus, c'est vrai. Et oui, Maître Jolicoeur, parce que si Maître Papineau était ici ce soir, me dirait qu'il vous a souvent dit aux gestionnaires de ne plus écrire de règlement, etc. C'est ça, c'est parce que le risque de se faire poursuivre pour pratique illégale du droit est élevé. Exact. Et ce n'est pas juste ça. C'est un art de rédiger des règlements. Il y a une question intéressante, si vous permettez, Mme Couture, dans le chat de Brillant, là, j'imagine que ce n'est pas son nom, qui nous dit est-ce que la surprime peut est-ce que la surprime pour un local non occupé peut être chargée à un copropriétaire? Il y a des décisions qui sont très claires. Le fait de louer, le fait de ne pas occuper, ce n'est pas une cause qui légitime le syndicat de charger la surprime d'assurance. Tant que l'activité est conforme à la déclaration de copropriété, on ne pourra pas changer la surprime. Un instant, par contre, si quelqu'un opère une garderie alors que la déclaration de copropriété l'interdit, bien là, ça génère une surprime. Oui, effectivement, ça sera le cas. Monsieur Caron Michaud me dit, merci beaucoup. Je saurais cacher mon espérance que les relations entre 1074.2 et la déclaration soient clarifiées. Hâte de vous lire, donc, Majolcar. Je vous le dis, là, c'est une primaire ce soir, le texte s'en vient. Il va être pas mal révélateur, quant à moi, de la mise en œuvre des dispositions législatives. J'ai eu la chance de le présenter à des juges de la Cour du Québec récemment dans une formation. Alors, évidemment, c'est ma position avec Maître Fortier de la mise en œuvre de 1074.2, mais il va y avoir des petits secrets là-dedans dévoilés sur la mise en œuvre de la jurisprudence et comment récupérer la franchise. Il y a des choses que vous allez aimer dans ce texte-là.
On a beaucoup besoin. On a une autre qui est très intéressante d'un anonyme, les résolutions, parce que c'est du quotidien là, dans les conseils d'administration, mensuels, on va dire. Les résolutions ou amendements au règlement, ça c'est pour vous, Philippe, de l'immeuble qui sont préparés par le CA. Doivent-ils être votés ou révoqués par les copropriétaires lors de l'AGA? Donc, Maître Gagnon-Marin, je répète la question. Les résolutions ou amendements au règlement de l'immeuble qui sont préparés par le conseil d'administration doivent-ils être votés ou révoqués par l'Assemblée générale annuelle? Ben, effectivement, toute modification au règlement qui soit préparée par le conseil d'administration. Attends, je ne t'entends pas bien, Philippe. Ah, je me suis un peu éloigné de mon micro, désolé. Mais non, mais c'est ça, toute modification au règlement de l'immeuble, qu'elle soit préparée par le CA, par le gestionnaire, par un avocat, un notaire, ben, on doit le faire voter en assemblée. Donc, oui, effectivement, on peut pas juste, le CA ne peut pas décider qu'il modifie le règlement de l'immeuble, qu'il enlève des articles sans que ça passe en assemblée. Maître Gagnon, pouvez-vous prendre 2 minutes pour dire, bon, le règlement, il est applicable au moment où il a été entériné par le conseil, il s'en va jusqu'à l'Assemblée 8 mois plus tard, il est adopté, il n'est pas adopté. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour les conseils d'administration qui nous écoutent ou les copropriétaires, là? Comment, juste la petite démarche qui peut rouler entre le temps du CA et de l'AGA. Vous voulez dire quand le règlement, quand le CA met en place le règlement entre le moment où l'Assemblée vote sur le règlement? Oui. Bien, effectivement, le règlement, pour qu'il ait force, pour qu'il soit en vigueur, doit être consigné dans un procès-verbal d'une Assemblée. Ça doit être une résolution qui apparaît. Donc, c'est l'article 1060, si je ne me trompe pas, qui dit que dès que on a une résolution au procès-verbal puis on le dépose au registre du syndicat, bien, c'est là que ça devient effectif. C'est contraignant pour tous. On a une question, Mme Couture, qui revient de plus en plus dans la zone questions-réponses de cette condo légale, qui nous dit bonjour, nous sommes 12 courtiers, nous sommes 2 administrateurs. Cependant, je suis seul qui s'occupe du syndicat depuis 3 ans et je désire arrêter de m'en occuper. Aucun ne se porte volontaire pour reprendre le rôle de président du syndicat. Je sais que je peux mandater une compagnie de gestion externe, mais je resterai pris avec la charge de trouver la compagnie de gestion. Je resterai quand même présent et pris avec quelques responsabilités. Comment me départir, vous n'avez pas pu vous rendre jusqu'à la fin, de mon statut d'administrateur? Ben, écoutez, je vous donne la recette ce soir, notez-la. Ben, si ça ne va plus, là, vous pouvez démissionner. Mais si vous démissionnez de votre charge d'administrateur et qu'il n'y a plus d'administrateur, comment pouvez-vous imaginer un jour vendre votre appartement, votre maison de ville, etc.? Alors moi, je vous dirais que là-dessus, c'est le traitement choc du 220 qu'il faut brancher sur vos copropriétaires pour les réveiller en leur disant, écoutez, on vient de trouver une compagnie de gestion, ça va coûter 50 000 cette année pour la compagnie de gestion. On est 12, donc ça devrait bien se passer, 4 500 pièces chacun. Là, évidemment, problématique de pacemaker, pour ceux qui en ont, le cas va se débattre. Et vous leur dites simplement, c'est soit qu'on s'engage sur ce type de gestion, vous allez en payer les frais, ou vous allez vous investir sur le conseil d'administration. Mais ce n'est pas vrai qu'on peut être gérant d'estrade et rien faire, puis ce n'est pas s'investir sur un conseil d'administration. Alors, donc, il y a un traitement choc parce que le propre de la copropriété, c'est d'avoir un conseil d'administration, d'avoir une assemblée de copropriétaires, et ce n'est pas une vie, puis j'apprécie beaucoup votre franchise, ce n'est pas une vie à l'hôtel. On est actuellement, Mme Couture, là, une soirée ultra hot. Là, les questions n'arrêtent pas de rentrer. Je sais qu'on va décevoir des gens. Je le sais, il nous reste 9 minutes. Il nous reste 9 minutes. Il y avait quand même quelques bonnes questions. Là, c'est sûr, dans le chat, on n'y arrivera pas là, parce qu'on est submergé de questions. Là. Vous voulez que je revienne à mes questions? Tout à fait. Ouais. Moi, j'en ai une qui m'intéresse, qui est très rapide. Maître Gagnon-Marin, l'indivisaire d'une fraction doit donner une procuration à l'autre indivisaire qui le représente pour l'AGA. Point d'interrogation. Ouais, ben, une bonne nouvelle pour vous. Question très rapide. Là, depuis 2020, il y a eu une modification législative. L'indivisaire est présumé avoir donné mandat à son autre indivisaire. Donc, si par exemple, votre conjointe dont vous êtes copropriétaire de votre unité avec est absente, et vous êtes présumé avoir donné un mandat pour prendre je recommence. Si elle est absente,
elle est présumée vous avoir donné un mandat pour que vous preniez les décisions en son nom. Puis, il faut qu'elle aille en fait, mentionner le fait expressément qu'elle ne donne pas le mandat pour que cette présomption-là ne s'applique pas. Avant, c'était le contraire complètement. Exact. Et maintenant, c'est rendu beaucoup plus simple. Donc, vous avez le plein vote pour votre unité, à moins d'une mention contraire à l'ordre de l'Assemblée qui est là. Donc, l'autre question, peut-on contraindre un CA à effectuer des travaux qui sont nécessaires? Par exemple, boucher des trous pour réduire la propagation des odeurs. Quand même une question assez pointue qui est un petit dossier, mais qui peut causer de grands problèmes. Maître Gagnon, Marin, je vous cède cette question. Est-ce qu'on peut contraindre un CA à effectuer des travaux? Est-ce qu'on peut? C'est difficile, mais on peut avec une ordonnance du tribunal. Le CA a des devoirs. Il doit veiller aux opérations d'intérêt commun, etc. Si votre CA ne fait rien puis qu'il y a des travaux qui doivent être effectués puis vous en souffrez préjudice, malheureusement, l'option, c'est de s'adresser au tribunal pour obtenir une injonction contre le syndicat ou ça revient encore au fait de demander la destitution des administrateurs pour manquement à leurs devoirs, etc., ce qui peut être peut-être plus rapide puis moins coûteux. Donc, ça revient pas mal souvent à ces deux options-là, en fait. Madame Couture, zone du sprint, on va faire de l'audace, on va prendre quelques questions live. On a des gens qui ont levé la main, là, on va être innovants. Là, j'avise tout le monde que si vous comptez l'histoire de votre vie, on va vous couper le micro parce que c'est réellement, là, il nous reste 8 minutes. Question rapide. Alors, on ouvre. Gabriel est là en arrière. On ouvre ceux qui lèvent la main, là. Oui, Petite question Monsieur rapide. Pierre Roy. Monsieur Roy, vous êtes avec nous? Bon. Bon, alors il faut que vous leviez la main, mais il faut que vous pesiez sur votre bouton caméra puis le micro si vous voulez poser votre question en direct. Là. Gabriel, tu peux peut-être en ouvrir un deuxième, puis si on a M. Roy, on le prendra en roulant. Oui. Tout à fait. Ben, on peut continuer, on va attendre pour l'instant. C'était le seul, mais n'hésitez pas, vous avez lever la main qui est à côté. Donc, si vous désirez prendre la parole, on va vous donner accès. Parfait. Je vais en envoyer une autre question. L'autre question, quels sont les coûts approximatifs pour remplacer un CA par un gestionnaire externe? On a dit que ça prend quand même un conseil d'administration s'il y a un gestionnaire externe, à moins d'avoir une espèce de tutelle, puis comme Maître Jolicoeur vous l'a dit, ça n'est pas donné la tutelle. Donc, si personne ne se présente à l'Assemblée pour être administrateur, on le dit. Il y a une espèce de choc électrique à donner pour essayer de convaincre des gens. Naturellement, la tâche va être un peu diminuée avec l'arrivée d'un gestionnaire, mais ça prend quand même un organisme décisionnel qui est le conseil d'administration. Donc, là-dessus, et les coûts varient d'une compagnie de gestion. On vous conseille de faire des soumissions puis de comparer les services et l'expertise. Quelles sont les conséquences d'avoir élu 5 administrateurs alors que la déclaration de copropriété en prévoit seulement 3? Et que peut-on faire pour une copropriété dysfonctionnelle qui ne suit pas les règles du Code civil du Québec et de la déclaration de copropriété? Pas de PV ou de résolution d'assemblée ou des réunions de CA, pas de contribution au fonds de prévoyance, fonds insuffisants, ne remplace pas les éléments désuets de l'immeuble, etc. Donc, là, Maître Gagnon, vous aviez prévu une réponse là-dessus. Je vous laisse la parole. C'est ça. C'est sûr que l'idéal, ça serait encore une fois de remplacer le CA, mais de ce que je me souviens de cette question-là, parce que c'est une question un peu plus spécifique, si c'était dans une petite copropriété puis qu'il n'y avait pas nécessairement l'option de faire ça. Et comme Mme Couture l'a dit tout à l'heure, il y a un recours qui existe qui équivaut un peu à mettre la copropriété sous tutelle. C'est vraiment en cas de dysfonctionnement majeur. Il n'y a rien qui est fait, si aucune règle du Code civil est respectée, etc. Un copropriétaire, n'importe qui peut s'adresser au tribunal pour demander au tribunal, en fait, de remplacer le CA par un administrateur provisoire externe qui viendrait mettre de l'ordre dans tout ça. Et ça, c'est dans la situation où les gens ne consentiraient pas, ils diraient c'est nous le CA, on fait ce qu'on veut, on décide tout. Ben, à ce moment-là, il faudrait y aller à la manière forte puis intenter un recours
au tribunal pour faire nommer un administrateur externe. Merci beaucoup. Nous avons M. Pierre Allaire qui a le microphone ouvert. Donc, M. Allaire, vous pouvez parler. Oui. Est-ce que nous devons aviser les copropriétaires de chaque dépense budgétée qui est en déficit au fur et à mesure que nous nous en apercevons? Ou pouvons-nous les informer à chaque 3-4 mois? Car certains contrats, comme les assurances, nous les recevons la nouvelle soumission en décembre, et puis notre budget, nous, il fonctionne du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ben, merci, M. Allaire, de votre question. Elle est très, très intéressante. Alors, je dois quand même se rappeler lorsqu'on présente aux copropriétaires un budget, c'est une prévision de dépenses qu'on pense être les bonnes durant l'année. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des écarts, notamment avec l'inflation, notamment avec les pénuries de main-d'œuvre. Vous n'avez pas comme conseil d'administration à devoir informer au fur et à mesure les dépassements de coûts. Toutefois, il vous appartient, au point de vue de la gestion de votre trésorerie, de s'assurer que vous avez assez de fonds dans votre trésorerie pour passer à travers. Alors, si vous êtes dans des dépenses que vous n'aviez pas le choix de faire, prenons l'exemple, M. Allaire, de la prime d'assurance. Si vous avez estimé dans votre budget 65 000 de prime d'assurance, puis que le seul assureur qui est prêt à vous assurer, il coûte 90 000, bien, vous ne discuterez pas de payer 90 000. Toutefois, si votre trésorerie en est affectée, vous devrez à ce moment-là convoquer une assemblée spéciale ou extraordinaire des copropriétaires pour consulter les copropriétaires sur une cotisation spéciale. Donc, sans plus. Nous avons Mme Reine qui a demandé la parole. Donc, Mme Reine, vous pouvez, dès que vous activez votre son, poser votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire vu que le CA ne nous remet pas les procès-verbaux? On a eu seulement le 9 juin les procès-verbaux de janvier, février, mars. Et il nous manque évidemment avril-mai. On ne sait plus quoi faire pour exiger d'avoir les procès-verbaux. Bien, c'est sûr. Juste fermer votre micro. Merci pour votre question. On vit dans une société de droit, là, et là, définitivement, les gens s'en éloignent. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être rappeler à l'ordre des administrateurs en leur donnant, dans le fond, des informations utiles. Si vous allez sur le condo légal, vous pouvez leur envoyer des fiches pratiques où on traite de cette question-là, des devoirs des administrateurs. Là. Je sais que le condo légal est en train de pas se faire une beauté, puis il y a quelques petites fiches là, qui vont mieux paraître d'ici une semaine, mais l'objectif, c'est de les rappeler à l'ordre. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ben, c'est de faire en sorte qu'ils soient destitués ou non pas réélus à ce moment-là. Mais il n'y a rien d'autre à faire parce que prendre le recours en justice, c'est quand même coûteux. Puis si jamais vous avez des gens, je ne dis pas que c'est le cas chez vous, qui sont sans valeur, bien, on a toujours moyen de les faire déclarer inhabiles à siéger sur un conseil d'administration. Nous avons M. Éric Cloutier qui désire parler. Donc, M. Cloutier, vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Cloutier. Oui, j'avais une question en fait pour l'article 1152 du Code civil versus l'article 1071 lorsqu'il est question de prendre des fonds, de l'argent dans le fonds de prévoyance pour faire certains travaux exceptionnels de grande portée, par exemple, comme protéger une fondation et tout ça. Est-ce qu'il y a des montants qu'on peut aller chercher dans le fonds de prévoyance en vertu de l'article 1152? Parce que normalement, le fonds de prévoyance, c'est pour des travaux, des gros ouvrages, mais pour de l'entretien ou, par exemple, des cas où l'assurance ne couvre pas et on est obligé d'aller chercher des fonds en urgence. Est-ce qu'on peut se servir du fonds de prévoyance, des gros montants, oui, pour l'article 1152? Oui. En fait, c'est parce qu'on fait référence à 1152, puis c'est ça l'article sur lequel on était capable, nous, comme civilistes, de faire une relation pour déterminer ce qui est une réparation majeure ou le remplacement de parties communes. C'est sûr que si vous touchez aux fondations du bâtiment, vous êtes en vertu 1152, vous êtes certainement dans une réparation majeure et ces types de travaux sont admissibles au fonds de prévoyance. Donc, c'est pour moi une certitude là, que vous êtes en droit à ce moment-là d'aller de l'avant dans ce type de travaux. Ouais. Nous n'avons pas d'autres mains levées, donc oui. Parfait. Je finirais peut-être juste par une petite question parce qu'on a fait pas mal le tour dans notre liste. Merci encore
Maître Gagnon, d'avoir fait le ménage dans toutes ces questions-là. Il y a d'autres questions qui sont rentrées en dernière minute là, de course aujourd'hui et on n'a pas eu le temps de les intégrer de ce soir. Mais c'est quand même important qu'on parle de la dernière petite question. Maître Gagnon-Marin, que peut-on faire lorsqu'un copropriétaire ne paie pas ses frais de condo, donc ses charges communes, et ne respecte pas la déclaration de copropriété? Bon, réponse assez simple. Quand quelqu'un ne paie pas ses charges communes, il y a 2 conséquences majeures. La première, c'est la perte du droit de vote à l'Assemblée. Puis la deuxième, la plus importante, c'est la possibilité de publier une hypothèque légale sur sa fraction pour être remboursé des charges communes impayées. Puis si c'est d'autres contraventions, bien, effectivement, s'il ne respecte pas le règlement de l'immeuble, etc., c'est de lui émettre des pénalités s'il y en a de prévues ou y aller à la manière forte, faire une injonction pour qu'il soit ordonné de respecter la déclaration. Puis s'il ne respecte pas l'injonction, il continue de faire du trouble, c'est d'une façon très intense. Là, on s'entend, on peut même aller jusqu'à demander la vente forcée de son condo. Mais ça, c'est un processus qui est évidemment très long, très coûteux, puis la situation doit être très grave. Merci. On a fait réellement une émission, Mme Couture, ce soir, assez d'exception. On a été audacieux. Moi, je voulais signaler dans un premier temps à tous ceux qui nous ont écrit notre gratitude de vous intéresser au monde de la copropriété. J'espère qu'on n'a pas déçu. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris le temps de nous écrire, qui vont se dire, ben écoutez, je n'ai pas eu ma réponse ce soir. C'était un laboratoire ce soir, une expérience que avec Maître Gagnon-Marin, avec Mme Couture, on a fait là, pour réajuster le tir. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires sur la formule. On finit notre saison cette année après des centaines d'heures de web radio et de moments assez extraordinaires qui a été piloté là, par Mme Couture, que je remercie sincèrement, puis ainsi que tous ceux qui ont participé aux émissions. Je pense que c'est extrêmement passionnant. Et on finit notre saison. Moi, je suis président du site Condo Légal. Je remercie également tous ceux qui comprennent qu'on vit actuellement un changement de technologie avec certaines difficultés de site web. On devrait être bon là, pour d'ici quelques semaines avoir le site Condo Légal tel que vous l'avez connu. Et on s'excuse des désagréments, des petites problématiques que l'on connaît qui nous font énormément stresser. Je voulais également signaler que le regroupement des gestionnaires hypothécaires du Québec aussi à son baptême de l'air avec son nouveau site web. Et également, on a connu au niveau du RCQ des problèmes aussi avec nos webmestres qui ont travaillé dessus. Il semble que lancer un site web sans difficulté, ça a l'air que ça n'existe pas. Alors là, donc, on est dans la souffrance des difficultés web. Tout ça va reprendre sa place d'ici quelques semaines. Donc, on vous remercie de la tolérance que vous faites face présentement donc là-dessus. Alors voilà le message comme président de Condo Légal, mais également du RCQ. Je voulais vous signaler ce soir. Puis, un gros merci pour votre générosité, le temps que vous nous octroyez à nous écouter sur la web radio de Condo Légal. Valérie, merci. Je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Merci, Maître Jolicoeur. Merci pour la belle saison. Maître Gagnon-Marin, on va être obligé de vous réinviter parce qu'on a plein de questions qui n'ont pas été répondues à l'automne quelque part. Merci de votre présence ce soir. C'était très intéressant. Merci, Maître Jolicoeur, toujours. Un grand merci à mon pilote de la soirée, de toutes les soirées, qui est Gabriel, en arrière de l'écran, qui nous aide beaucoup. C'est un plaisir. On vous revoit en début de saison automnale vers le 13 septembre. Donc, on va vous revenir avec l'agenda. On va prendre un petit congé cet été et puis on vous revient en pleine forme pour continuer de prendre vos questions, d'y répondre et de couvrir plusieurs sujets avec vous. C'était super, très intéressant. C'est un plaisir pour moi d'avoir encore fait l'année avec vous. Merci à tous. Merci Philippe. Merci Maître Jolicoeur. Merci Gabriel. Bonne soirée à vous tous et bonnes vacances. Profitez-en. Merci. Merci. Bonne soirée.